Bonjour et bienvenue pour l'émission Côté cours présentée par les élèves de l'Obstiné du lycée Léonard de Vinci à Monistrol-sur-Loire. Aujourd'hui, nous accueillons Lucas Bacle pour parler de son court-métrage L'Invulnérable. Bonjour Lucas. Bonjour. Bonjour Lucas, on va commencer tout de suite avec la première question. L'histoire de votre film, est-ce qu'elle est inspirée de faits personnels de votre vie ou est-ce que vous avez tout inventé de A à Z? Merci pour cette question. Je vais en profiter pour parler aussi de, de comment mon précédent film s'était fait, parce que mon précédent film, on vu il y a un an, il s'était fait effectivement sur la base de faits que j'avais vécu. Pour celui-ci, c'est pas le cas. Pour celui-ci, la fabrication du film est tout autre, où, du coup on s'est inspiré de la vie d'un de mes co-auteurs. Donc c'était pas ma vie à moi. Mais lui, il avait été jeune aidant, il s'était occupé de son père, qui était en situation de handicap, et du coup, on s'est pas mal aussi inspiré de la façon dont lui, il avait vécu ça, et aussi de la façon dont moi, j'avais une relation avec mon père. Donc on a un peu mélangé nos histoires de vie pour fabriquer ce récit. Mais du coup, en rapport avec votre film de l'année dernière, La maladie, c'est quelque chose qui vous tient à cœur dans vos courts-métrages? Alors ouais, effectivement, donc il y a un an, j'ai travaillé sur le court-métrage Auxiliaire, qui était en sélection ici, à Clermont, qui racontait l'histoire d'amitié entre deux potes, l'un étant l'auxiliaire de vie de l'autre, qui était en situation de handicap, chose que j'avais vécue parce que j'avais été auxiliaire de vie pendant quelques années pour un ami à moi. Donc j'avais une grande légitimité, du coup je me sentais assez légitime à raconter ce récit parce que je l'avais vécu. Et ensuite, quand il a s'agi de faire ce second film, à la base, j'étais pas forcément parti pour réécrire un nouveau film sur un sujet de santé. Mais il s'avère qu'en discutant avec ma productrice, Johanna Naon, qui est After Hours, on en est arrivé à trouver une sorte de résonance un peu intérieure, parce que j'aime bien dédramatiser des sujets dramatiques. Et c'est vrai que le sujet de la santé ou le sujet de l'aidant, c'est enfin, je trouve ça assez intéressant pour ça, pour pouvoir creuser autour de ce sujet-là. Et bon, je m'étale un peu sur la fabrication du film, mais du coup, elle était en relation avec une entreprise privée qui cherchait à subventionner des courts-métrages. Chose qui est assez rare, mais elle a trouvé ça. Et elle savait qu'ils cherchaient à aider des films qui traitaient aussi de sujets de santé. Et en fait, c'est comme ça que le film s'est un peu fait, de manière très rapide, où j'avais juste écrit un genre de synopsis. Et, euh, et Johanna et le mécène, on va dire, en discutant, on se sont dit, bah, on y va, on le fait. Par contre, vous avez 4 mois pour le faire, parce qu'il faut qu'on le sorte pour la journée des jeunes aidants qui était en septembre dernier. Sauf que ça, c'était en juin. Donc en fait, littéralement, j'avais une page écrite sur un coin, sur un petit dossier. Et il fallait du coup écrire, tourner, post-produire le film en 4 mois. Ce qui par rapport à mon précédent film Auxiliaire a rien à voir, parce qu'Auxiliaire, on a mis 2 ans pour l'écrire. On a pris le temps de la post-prod, on a pris le temps du tournage. Ouais, c'est vraiment des façons de faire totalement différentes. Voilà. Donc la fabrication du film aussi euh, influe aussi sur l'objet filmique qu'on ressort une fois qu'il est tourné, quoi. Et dans votre film L'Invulnérable, on voit une métaphore avec une courgette et un pigeon vis-à-vis de la relation entre le père et le fils. Comment vous est venue cette métaphore en fait? D'où elle vient? On voulait, alors je dis on parce que je l'ai coécrit avec deux personnes, Vincent Toujas et Johan Hébert, qui ont accompagné toute l'écriture qui a duré un mois et demi, donc il fallait aller très vite. Donc j'ai, euh, j'ai réuni une petite équipe solide pour m'accompagner là-dessus. Et ce qui fait que j'ai oublié la question. La métaphore Ah oui, pardon. de la courgette et Oui, du oui. pigeon. Et, euh, Et on s'amusait pas mal à essayer de voir comment. Parce que ce film raconte l'histoire d'un fils qui s'occupe, donc qui est jeune aidant de son papa, qui s'occupe de son père qui a une sclérose en plaques, mais qui surtout ce père a une problématique, c'est qu'il est incapable comment dire, d'affronter sa maladie, et il est dans une espèce de déni qui fait qu'il laisse toute la charge mentale reposer sur son fils qui doit gérer le quotidien, et du coup qui doit. En fait, c'est une inversion de charge parentale.
Et du coup, le film raconte un film dans le film. C'est Marcus, le fils, qui doit faire un film pour tenter une école de cinéma et donc peut-être quitter le foyer familial. Et, euh, et on voulait essayer de trouver les façons de comment il pouvait se raconter sous forme de métaphore la façon dont son père s'occupait de lui, quoi, la façon dont ils avaient une relation. Et sauf que lui, il le voit pas de manière, comment dire, il voit pas tant la maladie comme quelque chose de dramatique parce que c'est son quotidien. Donc quand tu vis une situation, je pense, c'est pas pareil pour tout le monde, mais quand tu vis une situation au quotidien, il arrive que parfois tu oublies le côté dramatique de la chose et que tu te confrontes au réel, au fait que c'est chiant, que parfois faut organiser ci, faut organiser ça, et c'est un peu pesant. Euh, et, euh, et du coup, cette métaphore, c'est lui qui veut juste que son père prenne conscience que en fait, il est pas invulnérable, il est pas un super-héros, et qu'il faudrait juste qu'il se regarde en face et qu'il se bouge un peu pour comprendre qu'en fait, en face de lui, il fait souffrir son fils, qui porte toute la charge. Et du coup, c'était une sorte de blague. En fait, il s'est dit que la meilleure façon de le faire, c'était de raconter un personnage de super-héros, qui c'est son père, qui a la malchance d'avoir une maladie qui fait qu'il peut se transformer en légume du jour au lendemain. Et en fait, la sclérose en plaques te rend pas légume du jour au lendemain, bien sûr que non, mais c'est une maladie dégénérative qui fait que progressivement, ton corps ne répond plus de la même façon que quand tu es totalement valide, et que tu tends à progressivement voilà, à avoir le corps qui se coince un peu tout ça. Ce qui, enfin, moi je pourrais pas dire, moi en tant que en tant que auteur, je ne dis pas que la sclérose rend légume, mais à travers ce fils qu'il a vu au quotidien, je pouvais me permettre de le dire. Parce que lui, il peut, vu qu'il le vit au quotidien, il peut se moquer de ça, se moquer de cette maladie et de ce qui advient. Et le pigeon, bah, c'est très simple, parce que lui, c'est le pigeon qui s'occupe de son père au quotidien, donc c'est un gros pigeon qui fait les choses gentiment et qui en peut plus d'être le pigeon de cette histoire. Voilà. Donc on a donné forme à, au pigeon et à ce légume sous forme. Et après la courgette, pourquoi la courgette? Parce que je trouve que c'est un légume rigolo. C'est le plus drôle des légumes, la courgette. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où viennent les musiques que vous avez choisies? Ah, bah alors c'est Noé Bayeux, qui est d'ailleurs à Clermont cette semaine, qui est un compositeur avec qui j'ai travaillé sur ce projet, qui est trop fort. Et on- tout le long de la composition de ce film, on a essayé de travailler autour d'une musique qui devenait à la fois extra-digétique et intra-digétique, c'est-à-dire qui passait, qui était à la fois dans la musique que Marcus faisait pour son propre film, et à la fois dans notre film à nous. Donc, et on a essayé de fondre un peu les deux. Et il y a des moments où, je sais pas si vous voyez, on entend une vieille flûte toute pourrie qui joue des notes. Et c'était pour raconter aussi que la façon dont le fils fait son film, c'est en ayant une prise de recul humoristique sur sa situation. Et du coup, il met pas une musique dramatique magnifique, il met une musique un peu con avec des bruits de flûte voilà, qui racontent le décalage avec sa perception du réel. Comment s'est fait le choix de votre casting? Alors le choix du casting s'est fait de façon assez particulière aussi par rapport lié à la fabrication du film, où pour qu'on puisse avoir le financement, il fallait qu'on ait une tête d'affiche. C'était un prérequis dans le fait d'avoir le financement pour faire le film. Et j'avais eu la chance d'être en contact avec Jean-Pascal Zadi, qui est un comédien qui est assez, qui marche bien en ce moment et qui a un potentiel comique incroyable, et pas que d'ailleurs. Et du coup, il était partant, donc on a écrit sur lui en tant que père. Donc à la base, c'était lui qui jouait le père. Et malheureusement, du coup, on a construit le casting autour de lui, autour de cette figure-là. On a choisi le comédien qui s'appelle Bakary Diambera, qui jouait dans Banlieusard, pour pouvoir jouer le fils, parce que ce duo-là me plaisait beaucoup par sa nature. Le fils assez intense et un peu premier degré, et ce père très décontracté, un peu foufou au second degré. Et voilà, ce binôme me plaisait beaucoup. Malheureusement, Jean-Pascal Zadi, pour des raisons de calendrier d'un film qui a été repoussé, a dû annuler le fait d'être présent. C'était à 2 semaines du tournage. Donc on a dû tout repenser un peu de manière chaotique pour trouver quelqu'un d'autre pour jouer son rôle.
il fallait quand même que ce soit quelqu'un d'un peu connu. Sauf que en vrai, des comédiens, des hommes noirs on va dire, la quarantaine un peu plus, connus, qui font de la comédie, en fait, en France, il n'y en a pas un milliard non plus, quoi. Et du coup, bah, déjà, c'est un problème. Et de deux, c'était très compliqué de trouver quelqu'un qui était disponible, qui avait envie. Et voilà, et on a rencontré Moussa Mansali, voilà, qui était partant, et du coup, très rapidement, il a dû s'intégrer au projet. Et voilà. Mais c'est vrai qu'on l'avait quand même vraiment écrit pour Jean-Pascal à la toute base, donc il a fallu tout repenser, quoi. Donc ça c'est les castings des deux principaux. Ensuite, on a eu la chance de travailler avec, euh, avec Abdoulaye Dembélé qui joue la version Wish de Zadie, qui est un comédien incroyable qu'on a rencontré en casting avec une directrice de casting top et qui m'a séduit en un instant. Après, il y a eu Michael Zindel qui se trouve être dans le film de Noé Debré, qui a le premier rôle dans le dernier des Juifs là, et qu'on avait casté pareil par Johanna, la productrice, et qui est un comédien de ouf et qui est pareil, qui ramène beaucoup de comédie. C'est le Perchman, celui qui est un peu le geek énervant du film. Et après, il y a Lucie Charles Alfred qui joue Inès. Pareil, casting et coup de foudre pour elle. Elle avait directement compris le personnage, elle avait une intensité, elle avait du caractère. Enfin voilà, j'aime beaucoup cette comédienne. Voilà. Est-ce que c'était important pour vous de représenter, de passer par le super-héros pour représenter ce père malade et ce décalage justement entre ce père malade et le super-héros? Je dirais que la figure de super-héros, moi, elle m'amuse parce que enfin, je dirais, c'est une redigestion du blockbuster américain qu'on connaît tous, qui moi, enfin, par nature me déplaît un peu, mais j'essaye d'en prendre, enfin, qui me déplaît dans ce qu'il raconte aujourd'hui, mais qui m'a beaucoup touché quand j'étais enfant et que je regardais des aventures de Lewis et Clark, ce genre de trucs qui datent de très longtemps, vous ne connaissez sûrement pas. Euh, et du coup, j'essaye de m'amuser avec ce que ça me fait d'invoquer la figure du super-héros. Et je trouve ça assez drôle de se moquer de ça, de jouer avec ce truc-là. Parce que c'est justement l'invulnérable, c'est justement, il s'appelle l'invulnérable parce qu'il n'est effectivement pas invulnérable. C'est pour ça que le film s'appelle comme ça, c'est que c'est l'histoire de quelqu'un qui est incapable de se rendre compte qu'il n'est pas invulnérable et qui doit changer pour pouvoir s'adapter à ces nouvelles conditions. Donc j'ai essayé de prendre la figure opposée en fait. Quand la maladie ça va dans un sens, et le super-héros c'est dans l'autre sens. Disons qu'il a une sorte de, je sais pas si vous connaissez la kryptonite, mais c'est Superman, il y a une chose qui vient le casser, c'est une pierre de sa planète, qui est une pierre verte, qui s'appelle la kryptonite, et qui le rend malade et qui enlève tous ses pouvoirs. Et il y avait un peu de ça. Vous l'avez fait une sorte d'écho à cette pierre qui est une métaphore de son incapacité à pouvoir se sauver lui-même, quoi. Donc on va maintenant passer à la rubrique bon plan. Donc on a choisi un plan de votre film, c'est celui-ci. Donc nous, on a choisi ce plan parce qu'il nous rappelle des films de super-héros, sauf que là, il y a un contraste entre la ville. Les films de super-héros, ça se passe souvent dans des grandes villes. Et là, on voit que c'est un petit village. Et on a bien aimé aussi parce que c'est au tout début. Et du coup, quand on le voit, on se dit, ah bah ça a parlé de super-héros, des choses comme ça. Et en fait, on se rend compte que c'est plus profond que ça et c'est plus quelque chose de personnel. Et du coup, on voulait savoir ce que vous pensiez de ce plan et si vous aviez une anecdote sur le tournage de ce plan du coup. Oui, bien sûr. Ce plan, il y avait effectivement l'envie de s'amuser avec le spectateur et de le mettre sur une fausse piste. Ouais, est-ce qu'on va vraiment voir un blockbuster avec des gens en cap, des Superman, etc., des machins? Euh, Évidemment, c'est pas le cas. Mais je trouve on trouvait très marrant de commencer le film par ah ok d'accord, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Ah ok, c'est pas ça. Et que ça fabrique un peu pendant quelques instants une projection de ce que le film va être. Et oui, effectivement, on a essayé que ce plan-là soit le plus blockbuster possible, sauf on va dire l'arène
enfin, qui se trouve quand même si on n'est pas devant une grande ville où il y a quand même cette volonté d'horizon et tout. Donc c'est à Sevran, c'est donc près de la région parisienne. Et on trouvait, moi je trouvais assez drôle de construire dans un truc un peu, ça nous positionne comme dans un décor un peu, voilà, un peu champêtre, un peu, on sait, périphérie, on sait pas exactement où c'est. Donc ça vient quand même raconter un petit peu ce qu'on va voir par la suite, qui n'est effectivement pas Hollywood, enfin, pardon, ou New York ou une grande capitale internationale. Eh ben, merci Lucas d'avoir répondu à toutes nos questions sur votre film L'Invulnérable. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine émission Côté Court sur la chaîne LDV Média. Au revoir.